bonsoir à tous. À la une de ce journal, une violente répression sanglante des manifestations suscite l'indignation au Tchad et au sein de la communauté internationale sous la pression des Tchadiens contestant un coup d'État constitutionnel. Le président de la transition militaire annonce l'ouverture d'un dialogue national inclusif et un gouvernement de réconciliation nationale. Des annonces faites quelques heures après la fermeté du président de l'Union africaine sur le retour du pouvoir aux civils au Tchad et la réaction du président français embarrassé par cette transmission dynastique du pouvoir au Tchad et la transition militaire contestée. Le film d'une folle journée à N'Djamena et Paris, c'est à suivre dans le dossier international du 20h. Une altercation entre jeunes élèves a failli dégénérer en un meurtre. La scène s'est déroulée à Djombe-Pendia, dans le département du Mungo. Parmi les bagarreurs, l'un des élèves a perdu son bras entaillé par l'utilisation des armes blanches. Comment en est-on arrivé là? Enquête exclusive au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Une semaine après la mort d'Idriss Déby Itno, le Tchad vit sous haute tension. La mise en place d'un conseil militaire de transition et la désignation du fils du défunt président à la tête du CMT ont provoqué la colère des Tchadiens. À l'appel de l'opposition et la société civile, ils sont sortis en masse dans les rues pour manifester leur désapprobation face à leur dénonciation d'une transmission dynastique du pouvoir et d'un coup d'État constitutionnel. Les forces de l'ordre et les forces de sécurité ont violemment réprimé ces manifestations. Au moins 3 morts et une vingtaine de blessés par balle. Ce bilan pourrait s'alourdir. Le vent de contestation tchadien a également frappé des enseignes françaises. Selon les manifestants tchadiens, la France est aussi responsable de cette transition militaire et ce coup de force militaire au Tchad. Le récit d'une folle journée vécue à N'Djamena et dans d'autres villes tchadiennes, c'est avec Cédric Ding. Il y a des gens qui veulent confisquer votre espérance. C'est vous, le peuple tchadien, qui avez le dernier mot. Nous vous demandons de commencer à vous mettre debout. Vous qui n'avez jamais marché, vous qui n'avez jamais eu à participer à des actions de désobéissance civile, le moment est venu de vous joindre à nous. C'est cet appel à la mobilisation de l'opposant tchadien Succès Masra qui aura mis le feu aux poudres. Très tôt dans la matinée, les rues de la capitale N'Djamena sont noires de monde. Des pneus brûlés sur la chaussée et des pancartes appelant le Conseil militaire de transition à remettre le pouvoir aux civils et s'insurgeant contre la nomination d'Albert Pahimi Padaké au poste de Premier ministre, tout juste rétabli par le chef du gouvernement de transition, Mahamat Déby. Le peuple tchadien veut un gouvernement de consensus à la tête duquel il y aura quelqu'un de très consensuel, qui n'est pas très marqué, qui n'est pas issu forcément de l'ancienne majorité pour recycler, pour éviter de recycler les choses. Des heurts et des affrontements ont éclaté dans les 7e et 9e arrondissements entre les manifestants et les forces de l'ordre, faisant jusqu'ici 2 victimes selon un bilan provisoire. Des manifestations qui pourraient bien s'étendre aux autres villes du pays. La République démocratique du Congo et la France condamnent fermement la répression des manifestations au Tchad et demandent la cessation de toute forme de violence. Au regard de cette forte mobilisation des Tchadiens contestataires du Conseil militaire de transition, le président français Emmanuel Macron est apparu embarrassé et préoccupé ce mardi au perron de l'Élysée. Le président français qui, il y a quelques jours, avait soutenu ouvertement la transition militaire et son président, le fils du défunt chef de l'État tchadien, Emmanuel Macron, déclare aujourd'hui qu'il est contre un plan de succession dynastique et demande qu'il y ait une transition conduite par un gouvernement civil d'union nationale. Je vous invite à suivre Emmanuel Macron, président français, aux côtés de Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris
entend évidemment que le président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, RDC, et de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Nous étions avec le président Tshisekedi il y a quelques jours au Tchad, à N'Djamena, pour rendre hommage au président défunt Idriss Déby et pour soutenir un processus de transition qui doit ouvrir la voie de la démocratie et de la stabilité du Tchad. Et aujourd'hui, avant toute chose, notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Le temps est venu de lancer un dialogue politique national ouvert à tous les Tchadiens. C'est ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien. Et je veux ici dire que nous resterons engagés aux côtés de l'Union africaine, que préside le président Tshisekedi cette année, aux côtés aussi du G5 Sahel, et je veux saluer l'effort des présidents du G5 Sahel qui ont aussi œuvré à cette médiation avec beaucoup de force. Et il faut que dans les prochains jours, nous puissions rétablir la situation qui aujourd'hui me préoccupe très fortement. Morceau choisi de l'intervention du président français Emmanuel Macron ce mardi à midi au perron de l'Élysée. Et juste après le président français, c'est le président en exercice de l'Union africaine qui est resté ferme sur sa position. Le retour à l'ordre constitutionnel est un impératif au Tchad. Félix Tshisekedi pense que le respect des institutions démocratiques et le transfert rapide du pouvoir aux civils sont l'unique voie pour éviter le chaos dans ce pays d'Afrique centrale. Je vous invite à écouter le président en exercice de l'Union africaine, par ailleurs chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel, merci. Merci de me recevoir si rapidement à Paris pour parler, vous avez entendu, sur le Tchad. Nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djamena. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie, des institutions démocratiques. Et après cette fermeté du président en exercice de l'Union africaine et la réaction du président français embarrassé, il est annoncé à N'Djamena autour de 14 h ce mardi le premier discours du président du Conseil militaire de transition. Le général Mahamat Idriss Déby Itno s'est exprimé pour la première fois, invoquant un contexte exceptionnel de chaos généralisé pour justifier la prise du pouvoir par les militaires. Devant cette fronde observée dans son pays, le général Mahamat Idriss Déby, le fils du défunt président tchadien, annonce l'ouverture d'un dialogue national inclusif où tous les sujets seront évoqués, a-t-il précisé. Il insiste également sur un conseil de transition ouvert à tous les fils et filles du Tchad et la mise en place d'un gouvernement de réconciliation nationale. Les points saillants de son tout premier discours après sa désignation comme président du Conseil militaire de transition, c'est avec Eric Ouattat et Kediara. C'est en fin d'après-midi ce 27 avril que Mahamat Idriss Déby, le président du Conseil militaire de transition du Tchad, s'est exprimé dans son tout premier discours à l'intention de son peuple.
Dans son adresse d'une trentaine de minutes, le nouvel homme fort du pays a fait de grandes déclarations qui viennent marquer un tournant décisif dans le processus de transition. On apprend notamment au cours de ce discours la création dans les jours à venir d'un gouvernement de transition. Un Premier ministre, chef du gouvernement de transition, vient d'être nommé. Sa mission est de former un nouveau gouvernement de réconciliation nationale composé d'une équipe soudée, compétente et représentative du Tchad pluriel. La réconciliation nationale, la paix, l'unité, la solidarité seront en tête des actions prioritaires du gouvernement. Au vu des différentes contestations qui ont cours dans le pays et même à l'extérieur depuis l'annonce d'une transition militaire, Mahamat Idriss Déby annonce l'organisation d'un futur dialogue inclusif destiné à répertorier les grands mots qui minent le pays. Ces valeurs si chères à notre défunt président seront éprouvées et sanctuarisées dans le cadre d'un dialogue national inclusif qui sera organisé pendant cette période de transition. Je serai le garant de ce dialogue qui n'éludera aucun sujet d'intérêt national selon un calendrier précis que le gouvernement sera appelé à dévoiler. Également annoncé dans la foulée de ce discours, la révision de la Constitution. Dans les prochains jours et après les consultations en cours, un Conseil national de transition représentative de toutes les provinces et de toutes les forces vives de la nation sera également mise en place de façon consensuelle et concertée pour permettre l'accompagnement législatif de l'action gouvernementale et donner au pays les bases d'une nouvelle constitution. En dehors de ces grandes annonces, le président du Conseil militaire de transition a également rappelé les missions de son conseil destinées selon lui à faire face au péril ultime. Le Conseil militaire de transition n'a pas d'autre objectif que d'assurer la continuité de l'État, la survie de la nation et d'empêcher de sombrer dans le néant, la violence et l'anarchie. Les membres du CMT sont des soldats qui n'ont d'autre ambition que celle de servir loyalement et avec honneur leur patrie. Toute autre attitude des membres du CMT sera une atteinte impardonnable à la mémoire du maréchal et à l'engagement face au peuple. À la fin de son adresse à la nation, il va signifier une demande de soutien, leur appelant l'entière disponibilité de son pays dans la lutte contre le terrorisme. Parmi les réactions enregistrées après ces violentes répressions des manifestations au Tchad, il y a celle de Saleh Kebzabo, l'un des leaders de l'opposition tchadienne, ayant boycotté la dernière élection présidentielle. Il estime sur son compte officiel Facebook que les militaires tchadiens ont annoncé les couleurs, gouverner leur pays dans le sang. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur des jeunes pour réprimer une marche pacifique. Il y a eu au moins 2 morts, fait savoir Saleh Kebzabo, et des dizaines de blessés. Je condamne fermement ces actes de répression des manifestations des jeunes tchadiens. Il faut préciser que bien avant ce discours du président de la transition militaire, il a reçu en audience le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, François Luceni Fall, a réaffirmé au général Mahamat Idriss Déby Itno la détermination de l'ONU à appuyer les efforts du Tchad et de l'Union africaine afin de trouver les solutions consensuelles et inclusives aux défis actuels. L'objectif est de promouvoir la stabilité, la paix et le développement durable au Tchad. Au Cameroun, c'est une scène qui choque la famille d'un élève ayant perdu son bras après une vive altercation entre ses camarades et lui. Ceux-ci, en représailles, ont utilisé des armes blanches pour entailler le bras de leur camarade. Il a été amputé, voyant ainsi la suite de
de sa participation scolaire être affectée par la perte de son bras. Comment en est-on arrivé à ces violences scolaires sur le campus d'un lycée technique à Njombe-Penja, dans le département du Mungo? Élément de réponse avec Jacquino Molon et Gladys Sidé. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Évoquons à présent une autre scène vécue à l'hôpital La Quintini de Douala, alors que le gouvernement n'a pas encore ouvert la campagne vaccinale anti-Covid à l'ensemble du grand public. Des Camerounais ont été surpris d'observer des Chinois devant la salle de vaccination à l'hôpital La Quintini de Douala. D'aucuns se sont interrogés sur les raisons de ces mesures spéciales où des ressortissants chinois sont privilégiés dans le cadre de cette vaccination. Dans l'enquête menée par Equinox Télévision, les agents de santé ont bel et bien indiqué que jusqu'à cette date, seul le personnel de santé était habilité à se faire vacciner. Enquête signée Sédic Chouna et Sédic Ding. À l'arrivée des vaccins Sinopharm au Cameroun, la communication gouvernementale est on ne peut plus claire. Le ministre de la Santé publique présente la stratégie vaccinale et précise les cibles prioritaires. Nous sommes le 17 avril dernier. Commencer par les personnes qui sont les plus exposées à la maladie, donc les personnels de santé. Avec ce que nous recevons, on peut desserrer un peu, aller vers les personnes de plus de 50 ans avec comorbidité et puis les personnes vulnérables. Dans la région du littoral, des vaccins ont bel et bien été administrés au personnel de santé lors d'une cérémonie officielle à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa. Cependant, le clair-obscur règne encore sur l'implémentation de la stratégie vaccinale. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus dans un pôle de vaccination à l'hôpital La Quintini, en caméra cachée. Une fois sur place, nous sommes saisis par un constat, une présence inhabituelle d'expatriés chinois faisant la queue devant le centre de vaccination. Ces derniers ne répondent pourtant à aucune des catégories d'individus prioritaires dans la stratégie vaccinale. Comment expliquer que la campagne ne soit officiellement pas ouverte et que des ressortissants chinois se fassent vacciner? Pour en savoir un peu plus, nous nous dirigeons toujours en caméra cachée vers un personnel de santé, prétextant avoir un membre de notre famille âgé de plus de 50 ans désirant se faire vacciner. Et la conversation va prendre une tournure inattendue. Je venais par rapport au renseignement, par rapport au vaccin. J'ai mon grand-père qui est revenu de l'étranger et il est un peu inquiet par rapport à ce truc-là. Donc je venais prendre les renseignements pour lui, pour savoir. Il veut se faire vacciner. Oui. Donc pour le moment, c'est réservé pour le personnel. On n'a pas encore les vaccins pour le reste des gens. Non, pour les Chinois, c'est un cas à part. Mais ce qu'on a ici, c'est pour le personnel d'abord. Ah, d'accord. On n'a pas encore reçu des vaccins pour la population. C'est spécial, c'est-à-dire... Demandez à la direction. D'où vient donc cette mesure spéciale pour les ressortissants chinois? Sur les conseils de ce personnel de santé, nous nous tournons vers la direction de l'hôpital. Mais malgré nos multiples tentatives pour entrer en contact avec l'administration de la Quintini, nous nous heurtons à un mur de silence. Mais nos interrogations, elles, restent bien présentes. À savoir, existe-t-il un traitement de faveur accordé aux ressortissants chinois dans la stratégie de vaccination au détriment des Camerounais? Et le gouvernement a annoncé l'ouverture de la campagne de vaccination anti-Covid
au reste de la population. Elle doit démarrer en principe dès demain dans près de 243 centres de vaccination répertoriés à travers le triangle national. Au moment où le gouvernement s'apprête à vacciner d'autres Camerounais en dehors du personnel de santé, des chercheurs évoluant à l'étranger appellent le gouvernement à faire preuve de transparence sur la campagne de vaccination contre la pandémie de coronavirus. Des médecins et scientifiques invitent les autorités à suivre le modèle américain en matière de communication, suivi méticuleux de personnes appelées à se faire vacciner et de prise en compte des effets secondaires du vaccin. D'autres précisions avec Eric Ouattat et Nadine Yambo. Au moment où le Cameroun s'apprête à intensifier sa campagne de vaccination contre la pandémie de coronavirus, des chercheurs camerounais évoluant à l'étranger invitent le gouvernement à s'inspirer du modèle américain. Premier axe de la campagne de vaccination, une communication détaillée sur les procédures partant de l'identification des personnes sur leur situation médicale jusqu'à la vaccination effective. Quand on s'enregistre, en fait, on a un barcode qui est en fait une clé qui détient toutes les informations qu'on a entrées dans le site internet. Et quand on va sur le site de vaccination, en fait, on utilise ce même barcode pour pouvoir avoir accès à la salle. Et ces barcodes nous redirigent vers le site d'enregistrement. Donc c'est à partir de ce site-là qu'on prend un autre rendez-vous pour la deuxième dose de vaccination. L'absence des essais cliniques effectués au Cameroun sur la fiabilité des vaccins pourrait, selon ces médecins, justifier la réticence des populations à se faire vacciner. Si on vit dans certains pays où on a longtemps été cobaye, où on a été exposé à certains vaccins dont on ne sait ni queue ni tête, finalement la population a très peu confiance à ces vaccins-là. Ici aux États-Unis, le FDA, qui est la haute autorité de régulation de tous les produits pharmaceutiques qui entrent sur le territoire américain, ont des données publiées sur tous les vaccins, sur tous les essais cliniques qui ont lieu. Par exemple, si je m'intéresse au vaccin de Pfizer, je sais exactement quelle est la population qui a été incluse, quels sont les effets secondaires qui ont été répertoriés, comment les analyses se sont faites en fonction des comorbidités, comment les analyses se sont faites en fonction de l'âge. Face aux effets présumés nocifs des vaccins contre le coronavirus, le renforcement de la pharmacovigilance devrait être de mise pour rassurer les populations. La pharmacovigilance est très importante. Il faut vraiment pousser les gens à aller vers l'excellence comme ça se passe ici aux États-Unis. Dès qu'on a un signe qui soit attendu ou inattendu, on le dit au médecin et le médecin est tenu de le reporter soit à l'autorité sanitaire, soit à la firme pharmaceutique. Et lorsqu'on se rend compte que cet effet est sérieux, en fait, on met une pause dans la distribution de ce produit. Pour mener à bien sa stratégie vaccinale et éviter la saturation dans les hôpitaux déjà engagés dans une riposte sanitaire, les États-Unis ont mobilisé l'armée pour accélérer leur campagne de vaccination. C'est l'armée en fait qui s'occupe des vaccinations de masse aux États-Unis. Donc les hôpitaux ne sont pas saturés parce que ça ne pouvait pas se faire que dans les hôpitaux. Donc il y a plusieurs sites en fait qui ont été réquisitionnés et l'armée s'est mise au service de la population et ce sont eux qui sont en train de délivrer la vaccination. Aux États-Unis, plus de 100 millions de personnes ont déjà été vaccinées contre le coronavirus, près de 5 mois après le lancement des vastes campagnes de vaccination. Des actions qui ont permis de réduire de plus de 60% le taux de contamination au coronavirus. Parlons à présent du centre médical d'arrondissement de Bikok dans la Mefou-Akono. Cette structure hospitalière est à l'abandon depuis 6 ans. Une seule personne constitue le personnel de santé, jetant en pâture les populations de près de 29 villages, exclus des multiples vaccinations de routine et tout autre programme de santé publique. C'est le constat que fait Joseph Abena dans ce reportage. Cet hôpital de l'arrondissement de Bikok dans la Mefou-Akono n'est que l'ombre de lui-même. Pour tout personnel médical, il n'existe que cette laborantine. À elle seule incombe le rôle de médecin et d'infirmier. Le plateau technique ici est inexistant. Le médecin-chef de cet hôpital est porté disparu il y a 6 ans. À Bikok, pour témoigner de leur déboire, les victimes préfèrent garder l'anonymat, craignant
que les déserteurs n'usent de leur puissance à Yaoundé pour nuire à leur petite vie. La réponse qu'ils nous ont donnée, c'est que nous sommes des stagiaires, on n'a aucun matériel, on ne connaît rien. On leur a donné, on leur a dit, ne vous gênez pas, on va aller acheter l'infirmière. Elle s'est battue avec son téléphone portable. C'était pas facile d'imaginer un peu, elle seule. De un, l'enfant allait avoir une très mauvaise position à la présentation transverse. Et non seulement cela, l'enfant avait également le cordon au niveau du cou. Imaginez un peu la suite. Si elle ne maîtrisait pas son domaine, je ne sais pas si elle serait encore en vie. 29 villages de cet arrondissement sont touchés par ce manque de personnel médicaux. Franchement, c'est un programme défaut que nous avons dans notre arrondissement. Effectivement, nous aussi, on entend comme ça qu'il y a des médecins, mais on ne les voit pas sur place. Le problème de l'hôpital de Bikok, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème que tout le monde connaît, un problème crucial. Nous avons seulement la chance que dans les périphéries, dans les environs, l'hôpital de Bikok, l'hôpital, le centre de santé d'Aban, le centre de santé en tout cas, les centres de santé qui sont dans les environs, c'est ça, c'est les centres de santé actuellement qui permettent à ce que un malade dans son état puisse peut-être retrouver la santé. Nous créons cette situation et ça franchement, à Bikok, les gens sont à la merci de la mort. Dans cet environnement indélicat, la vaccination et autres programmes de santé publique ont été abandonnés il y a belle lurette. Cet hôpital reste souvent fermé lorsque cette seule personnel est épuisé par la fatigue et la pression du travail. Parlons à présent de la santé économique du Cameroun. En 2020, le pays a perdu 3 points de croissance à l'analyse des comptes nationaux du 4e trimestre. Il en ressort que les secteurs du transport, de l'hôtellerie et de la restauration ont connu une chute drastique, moins 15% de contribution négative au produit intérieur brut du Cameroun. Les détails de ces comptes nationaux du 4e trimestre sont contenus dans un rapport de l'INS, détails évoqués dans ce reportage signé Ike Cyril. Le Cameroun n'a pas beaucoup investi en 2020. C'est le constat que fait l'Institut national de la statistique dans les comptes nationaux trimestriels qu'il vient de présenter. L'INS note que le 4e trimestre 2020 est marqué par la chute de l'investissement global, moins de 4,3%, après une forte croissance enregistrée au trimestre précédent. Pour l'Institut national de la statistique, la baisse du niveau global des investissements au Cameroun est principalement imputable à un déstockage important au cours du 4e trimestre 2020 comparativement au même trimestre en 2019. Avec une contribution négative de 1,4 point à la croissance du PIB, l'investissement global a contribué à freiner la dynamique de la demande, écrit l'INS dans les comptes nationaux trimestriels. Dans ses comptes d'avril 2021, l'Institut national de la statistique note également une baisse du rythme des échanges avec l'extérieur, un recul des importations des biens que l'INS impute à la chute remarquable des produits du travail de grain, 30,1%, des autres produits manufacturés, 20,3%, des produits agroalimentaires, moins de 1,5%, des produits agricoles, 6,1% et des appareils électroniques, 6,9%. L'INS relève qu'au 4e trimestre 2020, les importations du pétrole brut sont demeurées nulles, comme c'est le cas depuis le 3e trimestre 2019 en raison de l'arrêt du raffinage à la Sonara. S'il y a baisse des importations, il y a également baisse des exportations, notamment du pétrole brut et du gaz naturel, moins de 9,5%, du bois grume, moins de 14,4%, du bois scié, moins de 30,0% et des produits de la transformation agricole, moins de 3,8%. En ce qui concerne la croissance des activités du secteur tertiaire, l'INS note qu'au 4e trimestre 2020, les efforts ont été amoindris par la mauvaise performance observée dans certaines branches d'activité.
notamment la forte contraction des services d'hébergement et restauration, moins de 14,9%, et la méforme des activités de commerce, moins de 1,1%, et de transport, moins de 1,0%. L'hébergement, le commerce et le transport contribuent négativement à la croissance du PIB, respectivement de 0,3, 0,2 et 0,1 points selon les comptes nationaux trimestriels d'avril 2021. La chute de la demande des services d'hébergement et restauration, moins de 15,0%. La contraction de la demande des produits issus des autres industries manufacturières, moins de 10,7% entre autres, entraîne une baisse de la consommation finale au 4e trimestre 2020. Dans ce tableau de bord des performances économiques du Cameroun, le léger mieux vient du secteur secondaire. Grâce à une croissance encourageante de 2,2% au 4e trimestre 2020, le secteur secondaire affiche une contribution de 0,6 points à la croissance du PIB comparativement à la même période en 2019, écrit l'Institut national de la statistique dans les comptes nationaux du 4e trimestre 2020. C'est un drame que vit un élève du lycée technique de Njombe Penja. Il a perdu son bras entaillé par ses camarades lors d'une vive altercation qui s'est déroulée hors du campus de ce lycée. Pour autant, cela pose le problème des violences en milieu scolaire dans le département du Mungo. Enquête signée Gladys Sidier et Jacques Molon. Il a coupé la main. Je vous ai dit, j'ai bien parlé la fête aujourd'hui. Parfait John Toutala, élève au lycée technique de Njombe Penja, n'est pas mort. Il a perdu une partie de son bras au cours d'une violente altercation entre jeunes de deux quartiers. Allongé dans son lit d'hôpital, le regard évasif, il revient de loin. Nous tentons de lui arracher quelques mots au sujet de la bagarre ayant conduit à l'amputation de son membre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est dur. Parfait est encore sous le choc. Sa mère, qui est à son chevet, tente de relater les faits tels que rapportés par des témoins. Vendredi matin, je l'avais bien vu. Une amie aussi de classe qui m'appelle, qui me dit « Est-ce que tu as pris les nouvelles ?» J'ai dit non. Il dit non, on a coupé le bras de ton fils. Je me suis dit que on a coupé tel que moi-même je m'étais aussi blessée à la paume de main. Je n'avais pas su que la main était amputée. L'enfant a perdu son membre jusqu'à se tomber. Il a ramassé et à un niveau, il est quitté sur la moto, tombé au goudron. Même le bras est calé. On lui est dirigé, on lui est bâché pour l'hôpital. C'est un genre de maths. Ça m'a mis dans... Ça m'a enlevé, ça a anéanti mes systèmes nerveux, si bien que j'ai moi perdu connaissance. Il était décédé. On a déclaré autour de 22 heures que Parfait est mort. Mais le Seigneur n'a pas, quand ce n'est pas ton jour, le Seigneur ne peut pas accepter. Pour découvrir le fin mot de l'histoire, nous décidons de retourner au quartier Kompita où la scène s'est produite. Ici, l'on indique que Parfait et ses amis, ce jour-là, étaient venus venger l'un des leurs, copieusement bastonné la veille. Ils ont donc décidé d'organiser ce que l'on appelle le retour, dans un langage de banlieue. Ils sont venus à 5. Ils ont venu demander les excuses à leurs amis. Après leurs amis, il y a l'un qui était fâché parce qu'on avait fouetté à Kompita 2. À Kompita 1, quand on lui a fouetté, ça l'est énervé. Quand le gars est venu pour lui demander les excuses, le gars aussi était dans les tensions. Il a pris une pierre, il a posé sur la tête de l'enfant. C'est comme ça que les enfants là sont montés dans leur mot. Ils ont commencé à bagarrer. On a séparé. Principalement moi et ma soeur, on a séparé la bagarre bien. Et puis, pas ma grande, c'est que quand les enfants sont partis, sont revenus avec les armes, les boudins, les fers, les machettes. Moi, je ressors dans ma vente à porter, je pose la question. Je dis non, ce n'est pas ça, ne faites pas ça les enfants, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Malgré les supplications de cette dame, les jeunes gens ont continué à s'affronter
et la tension est montée d'un cran. Quand je parlais comme ça, ils ont ramassé encore les cailloux. Ils m'ont même visé les cailloux. Ils ont commencé à viser les grosses pierres, les grosses cailloux. Alors là où les gars ont dit que toi tu es qui, non, laisse-nous tranquille. Bon, ils étaient déjà dans la bagarre. C'est comme ça qu'ils ont commencé à chercher, à fouetter, à lancer les cailloux. Elle a ramassé le bâton pour taper aussi. Alors quand le caillou de l'autre est tombé, c'est en ramassant le caillou que l'autre aussi est venu. Un enfant du quartier, Copite, a coupé la main. Après l'opération de Vendetta, qui a tourné au drame, Parfait et ses amis sont retournés dans leur quartier, à Boilé, où la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est alors que certains habitants révèlent avoir tenté de convaincre les jeunes d'oublier leur idée de vengeance, mais en vain. Ces enfants sont préparés ici au quartier, nous sommes assis. On a appelé 3 personnes, même le petit qu'on a coupé la main là. Il y a par l'argent, Bernard dit ne part pas en 3 reprises, l'enfant a décidé de partir. D'autres sont restés, d'autres qui sont décidés de partir sont partis. Les enfants partent à moins de quelques minutes. On les voit, les 5 sont pleins sur la moto. On dit non, on a coupé la main de l'enfant. Et si l'enfant a compris les conseils que le papa lui a dit, ne partez pas. Ils ont décidé de partir. Au quartier Compita, où Parfait a été délesté d'une partie de son bras, pas une trace des jeunes. Ils ont tous déserté les lieux. Cet incident malheureux a été une occasion pour les autorités en charge de l'éducation dans le département du Mungo de sensibiliser sur les violences en milieu jeune. Parfait, toujours alité, se remet peu à peu. Si les médecins le déclarent hors de danger aujourd'hui, sa famille quant à elle, qui croule sous le poids des factures et au regard du suivi médical et psychologique dont il aura besoin à l'avenir, appelle à l'aide. Mon mari est malade pratiquement, ça fait 3 années aujourd'hui. Il est sur traitement, il vit sur régime médical. Il a fait des hôpitaux sans succès. Il est lui malade, il est victime d'une hépatite B. Je passe à travers le micro de l'Équinoxe. Je prie aux âmes de bonne volonté de m'aider pour que je puisse traverser cette étape difficile. Il va reprendre sa vie à zéro. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Une semaine après sa désignation comme successeur du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno s'adresse à la nation tchadienne. Un discours qui intervient dans un contexte de contestation du Conseil militaire de transition, de pression de l'opposition tchadienne et des populations de ce pays d'Afrique centrale. Le général Mahamat Idriss Déby Itno a reconnu que c'est un contexte exceptionnel de chaos généralisé qui a conduit les militaires à prendre le pouvoir, justifiant ainsi la mise en place de ce conseil de transition militaire face à la pression des populations. Il a annoncé le lancement d'un dialogue national inclusif, un gouvernement de transition ouvert à tous les fils et filles du Tchad qui devrait travailler sur une nouvelle constitution et un processus électoral transparent. Un discours du président du Conseil militaire de transition qui intervient quelques heures seulement après la réaction d'Emmanuel Macron, président français, embarrassé par cette mobilisation forte du peuple tchadien et la fermeté du président de l'Union africaine qui a réitéré que le pouvoir doit être transféré rapidement aux civils au Tchad afin d'éviter un chaos dans ce pays. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir.